Laurent Roland Antonin-Kess, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. De retour des vacances. Oui. C'est la rentrée pour vous aussi, enfin depuis hier. Mais j'ai préféré commencer en tout à la rentrée au même titre que mes enfants et je crois que ça a bien marché pour moi. N'est-ce pas? Ouais. Ukraine, Russie, je suis resté au Bénin. Iran. Je suis resté au Bénin à observer un peu ce qui se passe et à prendre du recul pour observer et analyser un instant soit peu ce qui se passe. Et de toute façon, ça m'a permis d'aller dans certains milieux, de voir un peu, de me rendre compte de la réalité de la vie des Béninois. Je crois que oui, on en parlera en son temps. Quelles sont les conclusions que vous tirez de tout ceci? Conclusion que j'ai tirée, et que je tire d'ailleurs, c'est que les Béninois ont des difficultés à tous les niveaux, malheureusement. Qu'on se dise la vérité, les gouvernants doivent pouvoir changer de fusil d'épaule. Tel que ça se fait, je crois que je ne partage pas cette vision des choses. Et d'ailleurs, en ce moment-ci où les gens crient morosité économique, où on se permet de casser n'importe comment, c'est vrai qu'il faut assainir, il faut aménager, mais je crois qu'il faut trouver la bonne formule pour ne pas davantage appauvrir les citoyens, c'est très important. Parce que je donne le témoignage d'une dame seulement qui a été cassée du côté de Nouveau Goudron, derrière la maison de Kéhékou. La manière dont ils ont cassé là, la dame se plaignait. Les gens cassent, prennent des régimes de bananes dans leur voiture, commencent pas à manger devant la dame, commencent pas à se comporter d'une manière aussi bizarre devant la dame. La dame a dit qu'elle a pleuré, je l'ai vu. J'ai senti dans sa voix qu'elle en avait mal, elle avait vraiment souffert. Je crois qu'il faut vraiment trouver la bonne formule pour ne pas davantage faire souffrir les Béninois, c'est très important. Oui, il faut casser. Oui, il faut demander aux gens de libérer. Mais écoutez, quand on casse, il faut aménager. Mais si on casse maintenant, et que ce qu'on a fait en 2016 ou 2017, on a cassé, on n'a rien fait. On abandonne justement. On abandonne, et que c'est pour encore casser. Et après, il n'y a fait, rien. Il y a rien. On casse et puis il n'y a pas de projet, il n'y a rien de prévu et qu'on casse et qu'il faut encore attendre. Je crois qu'il vaut mieux arrêter. Non, je pense que tenant justement compte de l'expérience passée, on ne cassera pas pour simplement casser cette fois-ci. Oui. Forcément, cela je veux bien croire. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que oui, il faut aménager. Je suis d'accord qu'il faut aménager et donner un beau visage à nos athlètes. Je suis d'accord. Mais si vous n'avez pas les moyens, peut-être que le projet n'est pas encore prêt, mais que parce que à un moment donné, un préfet veut affirmer son autorité, ou bien une autorité communale veut affirmer son autorité et se dit, oui, c'est moi qui suis là, il faut que j'aille dégager, alors que vous n'avez rien de prévu sur ces sites pour le moment, autant mieux permettre aux Béninois de continuer à vivre. Il y a des gens, on a cassé des bouteilles d'essence pour des gens, on a détruit un certain nombre de choses. En fait, on détruit tout sur son passage. La vente de l'essence relatée est justement interdite en République du Bénin. Qui vous a dit que c'est interdit? Même si... il y a un communiqué officiel qui est interdit? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de communiqué officiel peut-être. Et si on doit dire réellement ce qui se passe dans les coulisses avec ce secteur, on peut dire beaucoup de choses. Évidemment, mais comme on le sait, vous et moi, de temps à autre, le gouvernement, justement, eh bien, initie une campagne de lutte contre. Et les vendeurs, justement, sont déguerpis des abords. La dernière campagne, on leur a dit de déguerpir. L'essence relatée passe par où? Pour rentrer sur le territoire national. Ça c'est un autre débat. Non, mais justement, c'est là que c'est en cela que je ne peux pas être d'accord. C'est un commerce, en tout cas, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encouragé par le gouvernement béninois. Ahmed Arikpa, et c'est en cela que je ne suis pas d'accord tout le temps avec les gouvernants successifs. Écoutez, l'essence relatée passe parfois par des frontières formelles. D'accord? C'est vous qui le dites. Attends, passe parfois par le fleuve. Et on voit, nous avons une police maritime qui voit dans une certaine mesure. Et donc, si on n'empêche pas l'entrée du produit et qu'au niveau de l'entrée de ces frontières, il y a des choses qui se passent que je ne vais pas dire, ils le savent très bien mieux que moi, ce n'est pas sur le territoire qu'il faut venir casser les revendeurs. Moi, écoutez, faisons les choses normalement. Arrêtez, fermez les frontières, arrêtez l'entrée. Et là, il n'y aura pas plus de revendeurs sur le territoire. Mais pourquoi est-ce que vous permettez aux grossistes de rentrer? Et sachant même que des grossistes sont même acteurs politiques. Oui, mais non. Ce faisant, ne viendrez-vous pas, et là je m'adresse à Laurent Roland Antonin-Kess, c'est pas que dire que oui, le gouvernement prendrait des mesures justement pour compliquer la vie
aux populations parce que c'est un commerce qui nourrit c'est un commerce qui nourrit des millions de Béninois jusqu'à preuve du contraire. Alors oui. Attendez, Ahmed Arikwa, qu'est-ce qu'on veut du gouvernement finalement? Je donne un exemple simple. Qu'est-ce qu'on attend des dirigeants finalement? Ahmed, je donne un exemple simple. Je suis grossiste. Je suis même acteur politique. Oui. On en connaît. Oui, d'accord. On en connaît. Je rentre sur le territoire avec de l'essence en grande quantité. On ne me dit rien. Vous êtes revendeur, vous venez acheter chez moi pour vendre dans le coin de rue de quelque part et on vient vous casser. Et vous trouvez que ça, c'est juste? Il ne s'agit pas de justice. Il y a une sorte de justice dans ce qui se passe. Oui. Il ne s'agit pas de dire que c'est normal. Je vais à la station, moi. Il s'agit de dire, Laurent Roland-Tonniquet souffrait qu'on le dise et que les populations souffrent qu'on le leur dise. C'est que quand vous êtes dans un commerce, d'accord, qui eh bien, est illégal, il faut le reconnaître, il faut l'avouer, souffrez qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on puisse vous casser. Souffrez, parce que c'est un risque qu'on prend. Je ne suis pas, c'est un risque qu'on prend. Je ne suis pas contre. Et vous seriez peut-être à la place de ces gouvernants, qu'à un moment ou à un autre, vous comprendrez finalement que parfois c'est compliqué d'être rigoureux à 100%. Parfois, on laisse couler et parfois, on tape du poing sur la table. C'est aussi ça la gestion. Non, mais c'est ce que je dis. Je ne suis pas contre le fait qu'on réprime la vente de l'essence frelatée. Mais je dis, avant de réprimer sur le territoire avec les petits revendeurs qui le font pour survivre parce qu'ils n'ont pas d'autres issues, il faut commencer par réprimer les grossistes, les grands dealers qui font rentrer la grande quantité sur le territoire, qui sont laissés, qui sont connus, qui sont protégés. Moi, je pense sincèrement la lutte devait se faire de ce côté-là parce que si le revendeur n'a pas le produit, il va se reconvertir. D'accord? S'il n'a pas le produit, il va se reconvertir. Mais il n'a pas, il a le produit. C'est en tout cas un sujet sur lequel on reviendra. Le revendeur a un produit, il veut vivre, quelle qu'en soit la situation, il va tenter de revendre. Mais s'il n'a pas le produit, il va changer de métier. C'est de ça qu'il est question. Je crois qu'il faut maintenant, dans cette mesure, ce n'est pas la peine d'aller casser les gens et de voir, écoutez, vous cassez, les gens pleurent devant vous. Et ça ne dit rien. Moi, je pense qu'il faut... Malheureusement, la loi, c'est la loi. Mais ok, à commencer par attaquer les grossistes au niveau des frontières, au niveau des fleuves. Ça ne peut pas être un choix. Parce que si les grossistes sont militants, acteurs politiques, ils sont protégés, ils sont toujours millionnaires ou bien milliardaires dans le secteur et que c'est les petits revendeurs qui doivent survivre, qui sont cocasses, le moment viendra, Laurent, où... parce que, alors, je n'ai pas envie d'aller dans le détail, c'est vrai que mais vous savez, Laurent Roland-Tonniquet, je crois que ça peut régler. Voilà. Mais vous savez, justement, quand vous parlez des stations, alors je ne voulais pas aller dans les détails, mais vous savez par exemple qu'on ne dispose pas d'assez de stations service au Bénin pour justement empêcher l'arrivée sur le territoire béninois de ce genre et pourquoi alors casser les pauvres carburant. Pourquoi alors casser les pauvres revendeurs n'importe comment. Il y a un jeune à l'entrée de ma rue, il n'est même pas sur la voie, il est déjà, même très en retrait. Mais hier, j'ai vu le jeune très triste. C'est vrai que je n'encourage pas la vente de l'essence frelatée. Je demande aux Béninois d'aller, au fur et à mesure qu'ils iront dans les stations, ça va décourager le fait. Mais dans une certaine mesure, il y a des gens, ce jeune par exemple, le fait pour quelqu'un pour survivre. Bien sûr. D'accord, il est payé. Alors, ça fait mal, c'est clair. Surtout qu'on est en début de rentrée des classes où les parents ont besoin de moyens justement pour faire face à tout cela. C'est ce qu'on dit. Vous revenez sur ce que je dis. Je comprends, mais après, je demande aussi à ce que les populations comprennent. Les populations comprendront. Quand vous quittez Cotonou pour aller, Kassatakate pour aller à Lada, il y a combien de stations sur la voie? C'est vrai qu'il faut davantage faciliter l'implantation des stations. Justement. Mais pour le moment, si vous devez casser les revendeurs sur le terrain, alors commencez par empêcher l'entrée sur le territoire par les grossistes. On y viendra étape par étape, Laurent. La lutte se mène étape par étape. On y viendra tôt ou tard. Non. Il faut commencer par ceux qui se font des millions. Pour le moment, ceux qui gagnent des 1000 francs. Pour le moment, ce n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. C'est injuste. Allez, Laurent, on va revenir maintenant au titre paru à la une des quotidiens. C'est vrai, d'ailleurs, il y a un quotidien qui a fait un titre par rapport à cette actualité ce matin. Malheureusement, on ne l'a pas choisi parce qu'il fait des allégations. Allez, qui reste encore estimant qu'une autorité serait partie avec... je ne sais pas si vous l'avez lu, serait partie avec le portable d'une dame. Allez, je vous fais... Je vous passe des détails, voilà. Je risque de faire mal parler, donc parlons d'autre chose. Allez, Dabarou, pour justement
cette bonne nouvelle, hein, une mesure hautement sociale, revalorisation des pensions et rente servies aux assurés de la CNSS, une action hautement sociale de talent passée sous silence. Mais écoutez, quand Dabarou dit que c'est une action passée sous silence, je crois que oui, au-delà de tout, il faut apprécier le gouvernement Patrice Talon pour cette initiative, cette noble initiative. C'est vrai, ça fait des années que les retraités attendent cette revalorisation. On a pu voir quand on a augmenté les salaires tout récemment, le point d'ICR qu'on a appliqué à ceux qui ont été en fonction n'est pas le même appliqué aux retraités. Donc, cette mesure, maintenant, au niveau des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est aussi une paire de manches, c'est assez difficile pour les retraités qui sont assurés de ce côté. Et donc, quand on améliore ces conditions, maintenant, qu'on revalorise ces pensions pour les retraités, c'est à féliciter, mais on ne va pas tout le temps continuer à sortir gants et tam-tam et jouer tout le temps pour dire Patrice Talon a fait quelque chose. Il nous a promis qu'il améliorera nos conditions de vie et de travail, qu'il fera mieux, parce qu'il estimait que Boni-Yayi ne faisait pas bien, et que le gouvernement Boni-Yayi ne faisait pas bien, et qu'il pourrait venir pour arranger les choses, faire mieux que Boni-Yayi. Donc, c'est de l'ordre normal des choses, ce qu'il fait. Donc, oui, on le félicite, mais pas pour autant aller prendre gants et tam-tam dans tous les villages et chanter Patrice Talon a fait ci, a fait ça. Il faut le féliciter, féliciter son gouvernement. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le féliciter. Mais il faut le féliciter parce que quand ça ne va pas, justement, ben, vous criez. Non, mais quand ça va, dites-le. Dabarou, quand ça ne va pas, Laurent, non, Dabarou, c'est peut-être humain, parce que quand ça ne va pas, oui, on a le loisir de crier pendant des jours, des mois, mais quand ça va, pour une fois, sur un aspect, il faut aussi le faire vous étiez, sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur un mois. Voilà. Parce que quand ça ne va pas, on fait pareil, Laurent. C'est humain, en fait. C'est humain. Reconnaissez que c'est humain. La semaine passée, non, c'est ça pourquoi je m'exprime comme ça. J'ai dit non, il faut le féliciter, je l'ai dit. Voilà, donc félicitez-le pendant un mois, 2 mois. La semaine passée, les journaux, pratiquement avec des titres si à moi, on a vu à la une de tous les journaux pratiquement cette information. Et donc, passons à autre chose quand même. Ça, c'est fait, d'accord. Continuons d'en parler pour que cela continue de faire plaisir. Écoutez, presse écrite demain matin. Parce qu'en plus, il a dit que c'est rétro, comment ça se dit, en fait, que cela sera pris en compte aussi pour... oui, c'est rétro. Voilà, rétroactif. Actif, voilà. Donc, non. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de dire que c'est passé sous silence que je reproche à Dabarou parce que, en fait, la semaine passée, on en a parlé abondamment. J'ai suivi de loin ce qui se passe au niveau des chaînes de télévision, sur les stations de radio. Donc, tout le monde en a parlé, mais quand même, on ne va pas parler ça pour une éternité. Donc, c'est pas passé sous silence. Non, bon, parlez-en. Bon, je demande aux confrères de la presse. Demain matin, écrivez ça encore la une, on en parlera. Il faut en parler. Il faut en parler pendant au moins un mois, c'est très important. Non, en fait, cette manière, il faut féliciter les gouvernants, mais pas pour autant verser dans l'exagération qui leur fait croire parfois qu'ils sont les demi-dieux sur terre. C'est ce que je veux dire. Ils font les choses qu'ils doivent faire, ils font les choses qu'ils doivent faire, ce qu'ils nous ont promis faire, et donc c'est normal. Et c'est dans ce qu'ils ont décliné comme projet de société face au peuple béninois. Et donc, on s'en félicite, mais pas pour autant s'extasier indéfiniment. Quand même. Il le faut pourtant, Laurent Roland Tononiquès. Allez, avec Dabarou, on peut également lire ce matin libération des espaces publics à Parakou. Le maire Zimé Chabi sensibilise avant la répression. C'est d'ailleurs le cas aussi à Porto Novo, je pense. Oui, justement. Donc il y a de la sensibilisation. Alors ce n'est pas pour revenir sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, mais il y a toujours de la sensibilisation avant répression. Je dis une chose. Donc après, les populations... je pense sincèrement qu'il faut sensibiliser. Quand vous descendez sur le terrain, vous n'avez pas besoin de casser tout sur votre passage. Il y a toujours de la sensibilisation avant répression, Laurent. Mais quand il y a même... Là, je dis, avec Porto Novo, on est en phase de sensibilisation. Donc quand cette phase va être achevée, on passera très certainement à la phase de répression. Et je ne suis pas, je l'ai dit, je ne suis pas contre le fait qu'on dégage nos artères pour les rendre plus propres. Voilà. Mais au fond, vous êtes humain. Vous êtes face à une dame qui a un enfant au dos, qui est devant un étalage. Et vous
vous avez une jugeote. Qu'on a informé des mois à l'avance. Non, mais écoutez, oui, mais vous pouvez... Il faut déguerpir. Sur le terrain, moi je pense qu'on peut revoir la manière dont on fait cette chose-là. Je suis formel. C'est parce que vous êtes au sommet, que vous avez tout et que vous n'avez rien à craindre, que vous allez penser que la bonne dame qui a son enfant au dos, peut-être mère célibataire, qui n'a aucun soutien, qui est obligée, qui ne peut pas se louer une boutique, est obligée de se mettre au coin de la rue pour vendre. Et là, peut-être par jour, elle gagne 1 500 ou 2 000 par jour. Et ça lui permet de suivre les besoins de ses enfants. Seule, peut-être, elle ferait face aux charges de ses enfants qui doivent aller à l'école. Peut-être elle est veuve. Je pense qu'il faut utiliser une sorte d'humanisme dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Quand on vient devant une dame comme ça et qu'on se permet de jeter son étalage ou on casse tout sur son passage, je pense que ça manque d'humanisme. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dégager les gens. Vous pouvez là, attendez, même si vous finissez de se sensibiliser, vous avez ce sens humain-là qui vous amène à dire, cette dame-là, est-ce que je connais qui est là? Parce qu'au-delà de tout, la situation dans laquelle elle vit fait que parfois vous avez beau parler, dire, madame, il faut quitter là, que elle se dit, mais fidèle naïf. Où est-ce que je pourrais aller m'installer? Et c'est le cas de beaucoup de personnes au bord de nos voies. Bien sûr, ça, je crois. Ce discours, on l'entend, Laurent. Non, écoutez, moi, je ne vends pas sur un carrefour. Mon épouse ne vend pas sur un carrefour. Et je n'ai pas de soeur peut-être immédiate qui vend sur un carrefour. Mais je prends faire cause pour ces femmes-là que j'ai l'habitude de voir dans nos quartiers, dans nos communautés, qui ont des difficultés. Donc, je pense que si vous allez là-bas, la meilleure chose, essayez de déplacer l'étalage avec la dame dans une certaine mesure et essayez de l'encourager, mais en lui disant ce que tu fais, ce n'est pas bien. Vous avez beau sensibiliser. Mais quand vous allez là-bas, vous cassez, vous ruinez la dame. Parce que quand on casse, c'est détruit. Parfois, et ça ruine la dame. Et là, cette dame qui n'a aucun soutien, qu'est-ce que l'État veut lui faire? Ce discours, on l'entend, Laurent. Mais comprenez bien ce que je dis, en fait, ma logique. Quand on a sensibilisé pendant des semaines, des mois, et quand on passe à la phase de répression, une fois sur le terrain, il s'agit justement de décourager, de dissuader. Donc, commencer par dire oui, on vous a sensibilisé, vous n'êtes pas parti, alors venez, on vous aide à déplacer. Non, ça ne contribue pas justement à dissuader, Laurent Roland. Je suis désolé. Ça ne contribue pas à dissuader. Dissuader, c'est détruire, malheureusement. Oui, je suis d'accord. Dissuader, c'est détruire pour que l'on ne revienne pas s'installer 2 jours après. Je vous comprends. C'est de ça qu'il s'agit, Laurent. Malheureusement. Je comprends et je vois la logique des autorités. Mais je dis, tenez compte aussi des réalités. On en tient compte en sensibilisant, Laurent. Je suis désolé. Il y a cette dame. Il y a cette dame. On va passer à notre sujet. Il y a cette dame. Il y a cette dame. Il y a cette dame-là qui est au carrefour quelque part où vous achetez du pain là, qui n'a nulle part d'autre où aller, qui est obligé de peut-être rester là dans la journée pour vendre son pain. Ça lui permet de gagner 550 francs et de nourrir ses 2 enfants, peut-être veuves dans la journée. Et quand on la déguerpit de là, c'est qu'elle n'a nulle part où aller. Pendant ce temps, il n'y a rien de prévu dans une certaine mesure pour les aider. Parce que la dame ne peut pas aller louer une boutique de 20 000 francs pour vendre du pain. Donc, elle dit, dans ces conditions, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas casser. Il y a des gens qui s'entêtent, je suis d'accord. Donc, on casse. Mais attention, non, ne parlez pas comme ça. Un autre fait d'actualité, Laurent Roland-Toninkès. C'est la rentrée des classes. Dabarou nous parle d'une timide reprise des classes justement à Parakou. Je sais que vous êtes un homme de terrain. Avez-vous fait le même constat peut-être ici à Bobé-Calavi? Vous en avez peut-être parlé hier avec... enfin, sûrement parlé hier avec Moriagua. Bon, je n'ai pas parlé de ça avec Moriagua hier en direct parce que j'ai fait l'analyse du super. D'accord, sur l'actualité, d'accord. Oui, mais j'ai observé un peu dans la ville, un peu comment ça a repris. Vous avez amené vos enfants, par exemple, vous n'avez pas pu le faire? Bon, j'ai pas. Bon, mes deux enfants ne sont plus là, puisque je les ai envoyés dans d'autres centres, dans les centres de formation. Mais il y a une qui est là, mais c'est la maman qui s'en est occupée hier. Donc moi, je n'ai pas été dans les écoles hier, pas du tout. Mais de loin, j'ai observé parce qu'en passant devant certaines écoles, j'ai vu qu'il y a d'affluence par endroit, mais à d'autres endroits, il n'y a pas d'affluence. Bon, je crois que timidement, parfois le premier jour, c'était dans certaines écoles, ça reprend timidement. Et d'ailleurs, au niveau des écoles publiques, c'est en ce moment que ces enfants qui ont eu le CEP et autres doivent aller payer au niveau des CELCAM, le cas de crédit agricole et mutuel, doivent aller payer là-bas avant de pouvoir aller s'inscrire. Donc, un certain nombre de choses. Donc, l'affluence
ne serait peut-être pas totalement de mise de ce côté-là. Et d'ailleurs que dans certains collèges, dans certaines écoles publiques, pardon, c'est que les cours ne démarrent pas le même jour. Mais dans les privés, dans certains privés, je sais que les cours ont démarré déjà hier pour certains enfants. On va souhaiter le meilleur pour ces enfants. Et les localités dans lesquelles les enfants n'auront pas la possibilité ou n'ont pas la possibilité de commencer les cours, on a de cœur avec ces enfants et vivement que les situations d'inondation soient réglées, et notamment ces candidats qu'on a pu voir en image, que ça soit réglé et que les enfants reprennent les classes, notamment dans les localités d'insécurité où le djihadisme fait tellement peur et faire en sorte de prier que cette situation soit derrière nous et que les enfants reprennent le chemin de l'école. Avec le devoir, Laurent Roland, on passe à un autre fait d'actualité. Soutien à la candidature, sinon à sa candidature à la présidentielle de 2026. Crépin Cacaï et le BNJB s'engagent à payer la caution de Olivier Bokor. Il appelle tous les mouvements et associations à entrer dans la danse. Comme l'autre a payé. Ça fait penser justement à comme l'autre a payé caution. Quand l'autre a payé caution en 2015-2016 et s'est retrouvé ministre pendant 7 ans, inamovible, je crois que c'est peut-être à ça qu'il a. Ce qui vous dérange peut-être? Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Aucunement, non. Attendez, ils ont constitué leur équipe à la tête du pays. Voilà. Ils peuvent faire les 10 ans avec Patrice Talon, c'est pas... Comme nous avons constitué la nôtre à la tête de Martin Eden. Voilà, donc ils peuvent faire 10 ans à la tête du pays, c'est pas mon problème, ça ne me fera ni chaud ni froid. Donc, de toute façon, c'est sa chance. Je ne suis pas contre le bonheur de quelqu'un. Crépin Cacaï sur les voilà. Oswald Omeki, peut-être. Voilà, Oswald Omeki bis. Mais après tout, c'est de la comédie, écoutez, arrêtez. La comédie, dites-vous? Oui, c'est de la comédie. C'est-à-dire? Et il faut leur dire de se calmer, ce n'est pas bien, parce que cette manière de chosifier la chose politique... je dis chosifier cette tautologie ou redondance, c'est accepter ça comme ça. Parce que l'autre a fait hier, nous-mêmes on veut le faire, on commence à annoncer qu'on va payer la caution. Oui, mais si c'est justement une technique qui marche, qui a fait ses preuves, pourquoi ne pas l'appliquer? Bonne chance à eux. Mais je pense que cette manière de faire les choses... Vous savez, je voulais faire une analyse simple de la situation aujourd'hui. Tout le monde parle d'Olivier Bokor, on met les affiches d'Olivier Bokor partout. Est-ce que ceux qui nous dirigent seraient prêts à voir dès demain matin une affiche d'un opposant au niveau des carrefours où les gens commencent par lui faire une pré-campagne de cette manière? Attention, on se connaît dans ce pays. Je crois qu'il faut mettre du bémol dans ce qui se passe pour respecter les citoyens béninois. Parce qu'à la lutte vont les choses, ça peut tourner mal. Parce que c'est comme si on estime que, oui, nous sommes dans une démarche et c'est ça qui passera dans une certaine mesure. C'est-à-dire, quand vous regardez les discours de ceux-là qui sont dans la dynamique de suscitation de candidature d'Olivier Bokor, je n'ai rien contre Olivier Bokor, dans une certaine mesure. C'est vrai qu'on me dit quelque part que c'est un chrétien évangélique, qu'il aurait le soutien des chrétiens évangéliques. N'oubliez pas qu'il y a un autre féroce qui est chrétien évangélique, qui travaille avec d'autres communautés évangéliques, l'Assemblée de Dieu, Union UEB, SIM, Union Renaissance devant Christ, du Père Life et Vie Profonde. Vous parlez de l'ancien président de la République. Qui est bien assis à ce niveau. Okay. Donc, ce n'est pas gagné d'avance dans une certaine mesure. Parce qu'il faut voir la communauté des pasteurs avec qui Olivier Bokor travaille aujourd'hui. On connaît bien les schémas. Donc, on fait déjà ces calculs. Les gens font ce calcul parce qu'on dit que non, mais écoutez, ce n'est pas gagné d'avance. Et je crois qu'il faut que les gens mettent un peu de bémol dans ce qu'ils font. Je vois, excusez beaucoup, un peu d'agitation dans ce qui se passe. Un peu d'agitation qui peut être fatale parce que, qu'ils vous souviennent sous Mathieu Kérékou, les gens qui étaient avec Mathieu Kérékou croyaient gagner, prendre le pouvoir aussi facilement. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir que c'est l'intrus qui semblait connaître la maison parce qu'il a fini par découvrir la maison, découvrir le caractère du vrai Béninois au pouvoir. Boniaï, notre aîné, Edouard Leco, disait dans son livre qu'il connaissait la maison, mais moi j'ai fini par comprendre que Boniaï a fini par découvrir la maison parce qu'il ne s'y connaît pas pour autant et les gens lui ont montré qui ils étaient réellement. Et on a pu voir ce qu'il a fait avec Zinsou, on a pu voir Zinsou et Lozodoué, Talon et Haïtiémé dans ce pays. Ça n'a pas changé. Et pourtant. Et pourtant, on a fait tout ça, et pourtant, Boniaï, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les gens ont fait des rangs à Kadiaou à la présidence. Talon au pouvoir. Donc, attention, ça peut surprendre. Mettez du bémol, trop d'agitation dans cette affaire. Bokor peut être président du Bénin, Laurent n'a rien contre.
Mais écoutez, respectez aussi les Béninois. On n'empêchera pas non plus. Plutôt de penser que c'est vous qui avez la meilleure personne ou bien ça s'infuse que vous qui maîtrisez la chose politique au Bénin. Voilà. Ça répond à rien. Après avoir dit tout ça, on n'empêchera pas non plus certains d'expérimenter ou de vouloir utiliser des techniques qui ont fait leur preuve. Non, mais ce que je dis, c'est simple. Voilà. Elle dit que si demain les opposants ne commencent pas à mettre des affiches au niveau de Carrefour, il ne faut pas qu'on vienne dire ici qu'ils sont en pré-campagne. On n'y est pas pour le moment. En tout cas. Laurent Roland Tononiquet, ceux-ci ont réussi apparemment à prendre également le pouvoir à Parakou. Enfin, vu des partis politiques, les étudiants de Parakou font allégeance aux démocrates. Il faut dire aux démocrates de ne pas aller dormir sur le laurier. Les étudiants, c'est des gens qui sont assez versatiles. Les mêmes vont porter démocrates aujourd'hui le matin, le soir ils vont porter. Vous savez que vous faisiez allusion tout à l'heure à l'épisode des élections de 2016. Vous vous rappelez des étudiants? Il y a Iboni, Lionel Zissou, il y avait, comment on appelle ça, un rang des étudiants. Le président des étudiants, Yerouenou à l'époque. Voilà, avec eh bien, ce rang des étudiants à un certain endroit bien connu de la ville. Oui. D'accord, pour aller prendre que de droit. Oui. Sauf qu'à la fin de la journée, enfin, au lendemain, on a vu le résultat. Oui, donc pour vous dire quoi, excusez, les démocrates doivent faire très attention. Ils connaissent bien le système. Et ils n'ont qu'à demander. Bon, il y a en réalité devait nous sortir un livre sur son expérience politique. Comment il a pu découvrir, parce qu'on disait qu'il connaissait la maison, mais il a fini par découvrir la maison. Et donc, il faut qu'il nous sorte un livre pour nous dire comment il a découvert les Béninois. Parce qu'on a pu voir beaucoup de personnes qui l'ont servi, qui lui ont juré fidélité. Vous vous rappelez, ceux qui voulaient aller à gauche quand ils iraient à gauche. À gauche comme lui. Donc, mais ils sont là, ils sont avec Patrice Talon. Vous vous souvenez de ceux-là qui avaient commencé par avoir les cheveux du pouvoir, qui sont maintenant du côté de la Sénat. Donc, autant de choses d'expérience. En fait, Boni Yayi devrait être une école politique pour nous dire comment est-ce que les Béninois l'ont malmené politiquement parlant. Parce que j'ai eu mal pour le monsieur à un moment donné, parce qu'il semblait connaître les acteurs politiques, mais il a fini par les découvrir. Il pensait les connaître. Oui. Maté livre, Laurent Roland Tononiquet pour poursuivre, soutien à Talon dans la crise nigérienne, le jeu flou de Bertin Kovi. Bertin Kovi ne fait pas un jeu flou. Moi, je crois que quand on est avec quelqu'un, quand on soutient un pouvoir, il faut avoir le courage de dire la vérité. Dire la vérité n'est pas être contre quelqu'un. Écoutez, dans la crise nigérienne, je crois que ce que nous avions proposé dès le début et pour lesquels on parlait de nous comme apologistes des coups d'État, je crois qu'on est revenu pratiquement, ou bien on revient progressivement sur la même chose qu'on a dites au début, qu'on nous a reproché et qu'on dit qu'on fait l'apologie des coups d'État. Je crois qu'une intervention militaire au Niger n'était pas la bienvenue dans une certaine mesure. Et on doit pouvoir réfléchir, s'asseoir pour dire, ceux qui nous disent d'aller en guerre contre le Niger, quel intérêt ont-ils? Et nous, quel intérêt avons-nous? Quel intérêt sacrifions-nous dans cette situation? Je l'ai dit. Je ne vous coupe pas, mais il ne s'agit pas d'aller en guerre contre le Niger. Je pense qu'à aucun moment, la CEDEAO n'a dit vouloir aller en guerre contre le Niger. Non, la CEDEAO a menacé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Réinstaller Bazoum, président démocratiquement élu du Niger. Mais la CEDEAO parle d'intervention militaire. La junte. Intervention militaire ne signifie pas. Ah non, quand vous voulez faire une intervention militaire pour aller déloger, pour aller sauver un président qui se retrouve au milieu d'un camp, vous devez faire des dégâts. Il ne s'agit pas de faire la guerre au Niger. Mais vous allez faire des casses. Il s'agit, oui. Vous imaginez qu'on peut accéder au camp d'Aladala, aller au milieu là sans faire des casses? Oui. Mais on fera des casses aux alentours. Mais il y aura des dégâts. Mais il ne s'agit pas de faire la guerre au Niger. Bon, de toute façon, voilà. OK. Si vous ne voulez pas entendre le maire, je ne veux pas entendre. D'accord. Je ne veux pas l'entendre. Voilà. Maintenant, l'intervention militaire que vous aviez souhaité. Qu'on n'a pas souhaité, Laurent. Arrêtez de dire ça. Qu'ils avaient souhaité mettre en œuvre si la chose n'obtempérait pas. L'éventualité d'une intervention évoquée. L'intervention militaire avait été souhaitée si la junte n'obtempérait pas. C'était ça. Je ne dis rien d'extraordinaire. On peut aller revoir les différentes sorties et les mots utilisés, les thèmes utilisés. On a évoqué une éventuelle intervention militaire. C'est de cela qu'il s'agit. Et on était contre, mais on disait qu'on était apologiste des coups d'État. Finalement, je crois qu'ils ont Finissez votre analyse. Finalement, ils ont fini par... En tout cas, ils ont fini par retrouver entre griffes la raison pour comprendre que c'était la mauvaise option. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'il faut travailler à... Parce que quand on dit qu'on ne reconnaît pas la junte au pouvoir, qu'on reconnaît le Niger est un État. Un État, c'est les citoyens. Et les citoyens, à un moment donné,
quelle qu'en soit leur situation politique ou leur bord politique, demeurent les citoyens de ce pays et se disent, quand ils se disent qu'ils sont représentatifs désormais de leur pays, il vaut mieux trouver. Parce que les mêmes personnes qui poussent le Bénin, la CEDEAO, à peut-être avoir un temps assez rigoureux, les mêmes ont commencé par passer derrière pour négocier avec le Niger parce que leurs intérêts sont en jeu. Donc, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui... Ouais, je vous disais tout à l'heure qu'il n'est pas toujours aisé d'être à 100% rigoureux dans toutes les situations. Ah ouais, bon. Vous me rejoignez non, à non, présent. Vous me non, rejoignez non, à présent. non, je vous rejoins pas. Non, non, moi, si la situation... Parce que la question de la rigueur, si on devrait l'appliquer, par exemple, dans le cadre du Niger, la situation au Niger, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi, selon vous? Mais c'est il fallait être rigoureux à 100%. C'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il faut être rigoureux face à ces personnes qui sont au bord de nos voies. Je vous ai dit qu'il fallait donc savoir manier ce qui est sûr, la carotte aujourd'hui, le bâton. Aujourd'hui, il n'y a plus de menace d'intervention. Bon, parce que vous avez pas... J'utilise vos termes. Il n'y a plus de menace d'éventuelle intervention militaire au Niger. Non, la menace, elle est toujours d'actualité. Ah, ok, d'accord. Elle est toujours d'actualité. Okay, d'ailleurs, le président guinéen l'a encore rappelé, je pense, dans le cours du week-end. Dites à Embalo Sissoko. Donc, elle est toujours d'actualité. Dites à Embalo Sissoko de faire très attention. Elle est toujours d'actualité. Je vous dis. Mais on privilégie la voie du dialogue. Sissoko de faire très attention. Il a déjà perdu les dernières élections législatives. Il s'agite beaucoup trop. Je crois qu'il se crée Vous parlez d'un président de la République. Ah bah écoutez, moi je fais une analyse de la situation. Mais il a perdu les dernières élections. Autant je peux concéder que vous puissiez utiliser ce terme pour ok, d'accord. Les soutiens d'un éventuel candidat à une présidentielle au Bénin. Mais quand vous parlez d'un président, on est ok, d'accord. Bon, voilà. je rectifie. Donc pour vous dire, écoutez, bon, dites à Embalo Sissoko de la Guinée, au président de faire très attention parce que tel qu'il le fait, ce n'est pas bon parce qu'il a perdu les dernières élections. Ça veut dire qu'il n'a plus, la majorité. Laurent, on finit rapidement. Maintenant, Kovi n'est pas dans un jeu flou. Moi, je le vois assez sincère. C'est vrai que c'est un monsieur assez mitigé, une personnalité assez mitigée. Mais sur la question du Niger, je pense que il a retrouvé véritablement ses sens. Il dit ce qu'on doit être pour éviter la catastrophe au Niger. Il est rempli de controverses. Laurent Roland, Tony, on va finir maintenant rapidement par le Béninois libéré toujours. Enfin, le Béninois libéré, on ne l'avait pas encore évoqué. Avec, disons, ces titres... le plus marrant les uns que les autres finalement. Enfin, c'est le style, hein. C'est le style Takou, c'est le style Béninois libéré. Demande de lever des barrières par le Niger, un courrier dit confidentiel dans la rue. Bakary prend la diplomatie pour sa société de vente de motos électriques. Ce n'est pas parce qu'on vend des motos commando qu'on agit en commando. Non, comme qui dirait, on peut dire ça. On peut dire ça. Non, je crois que la diplomatie aux diplomates, les affaires aux hommes d'affaires, les finances aux financiers. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites par Bakary, on ne va pas lui tenir rigueur pour autant, mais je pense que la communication et les prises de parole de Bakary dans la situation au Niger, il y a certaines positions qu'on peut lui reprocher parce que il ne prend pas de recul. Peut-être que c'est comme l'impression, j'ai comme l'impression qu'il est devenu une marionnette. On lui dit de dire, il dit. On lui dit de faire, il fait. Dans une certaine mesure, le vrai diplomate ne ferait peut-être pas exactement ça. Même si on a pu voir un vrai diplomate par le passé, son prédécesseur qui est allé dans tous les sens et que c'est à la fin qu'il a voulu entre griffes pleurnicher sur les renversés et condamner qui il veut, alors qu'en réalité, il avait aussi certes sa responsabilité dans ce qui s'est passé. De toute façon, sauf que quand vous êtes dans un gouvernement, le gouvernement a un chef et vous obtempérez, soit vous sortez. Oui, malheureusement, c'est ça aussi la dignité. À un moment donné, quand vous ne partagez pas ce qui est dit et que vous savez que demain ça portera votre nom, vous avez étudié, vous avez une personnalité, une carrière. Vous avez le libre choix de déposer le tablier, plutôt que de rester là et d'obtempérer, de subir, et après venir nous jouer le sein. Non, dans le cas qu'on évoque, il s'agissait à la fois de relations professionnelles, mais également d'amitié. Écoutez, et donc c'est un peu plus délicat. Merci à vous, Laurent. De toute façon, Bakary ferait mieux de revoir sa posture dans la crise du Niger, la communication telle que ça va dans tous les sens. Parce que quand j'ai vu le document hier confidentiel et que c'est déjà sur les réseaux sociaux, comment c'est arrivé, il y a un problème. Et d'ailleurs, même Kovi qui disait que les Nigériens ne leur feront jamais confiance parce que vous étiez dans la dynamique de gens qui parlaient d'éventuelles interventions militaires. Et c'est vous qui dites couloir humanitaire. Pour que justement l'aide humanitaire puisse parvenir. Les gens seront craintifs parce qu'ils se diront, mais
qu'est-ce qu'on veut envoyer en N'est-ce pas? parlant du couloir humanitaire? Merci à vous, Laurent, Roland, Antonin Inquiet.